Afrique et bonsoir le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Presse Géopolitique. Vous êtes sur les antennes de Pan-African Media et ce jeudi, comme tous les autres, nous vous invitons à réfléchir sur des thématiques en rapport avec l'Afrique, l'Afrique pour les Africains, mais l'Afrique dans le monde géopolitique. Nous parlerons naturellement de tout ce qui a un rapport avec l'évolution du monde et entre autres thématiques, on va revenir sur l'élection de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. On parlera de la crise sécuritaire dans le bassin du lac Tchad avec aussi un sujet très introductif concernant le Mali qui voit tout simplement sa requête au niveau des Nations Unies concernant les violations de son territoire par des puissances occidentales votées en touche. Et voilà comment ça va se passer puisque un an déjà que le Mali a déposé un dossier comportant des éléments documentés de violations répétées de son espace territorial par les troupes françaises ainsi que leurs appuis aux forces terroristes qui infestaient ces villes à la partie nord du pays. Après des pressions des États-Unis et de l'Angleterre pour éviter la mise en procès de Paris, le dit dossier, connu trivialement comme étant la plainte du Mali à l'ONU, a non seulement fait l'objet d'une mise à l'écart, mais bien plus aujourd'hui envoyé aux oubliettes. Cette situation est réitérée, il faut bien le dire, sur un nouveau dossier inculpant cette fois-ci les autorités ukrainiennes dont la participation aux attaques de Tinzaouaten ont bel et bien j'y arrive, été revendiqué par l'ambassade d'Ukraine au Sénégal via sa page Facebook. L'ONU est-elle une organisation qui protège les États impérialistes lorsqu'ils violent les droits des autres peuples? Une réforme des Nations Unies est-elle possible dans un tel contexte? En tout cas, ce sont des questions que nous nous posons en ce qui concerne le Mali. On parle de la Tchad et après un revers de l'armée tchadienne face aux terroristes barbares de Boko Haram, les autorités dénoncent l'absence de solidarité au sein de la force multinationale mixte. Cette initiative sécuritaire liant 5 pays, à savoir le Bénin, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, se voulant un bouclier solidaire, traverse ainsi une crise de confiance avec l'un de ses membres. Cependant, ces événements sanglants interviennent dans un contexte où les sponsors internationaux de Boko Haram affirment leur volonté de casser les alliances sous-régionales entre pays africains qui ne les intègrent pas sur le plan opérationnel et qui montrent une certaine efficacité contre les terroristes. Faut-il voir dans ces nouvelles attaques une stratégie pour briser la confiance mutuelle entre les États de la force multinationale mixte et les isoler face à la menace Boko Haram? C'est une des questions. Quels sont les risques d'une stratégie en solo de lutte contre le terrorisme international? Comment renforcer la FMM pour consolider ses acquis et accroître son efficacité? Voilà autant de questions que nous nous posons en ce qui concerne la crise sécuritaire dans le bassin du lac Tchad. Et puis les États-Unis d'Amérique qui ont vécu avec émoi le retour triomphal de Donald Trump, 45e président devenu également le 47e à accéder à la magistrature suprême. Contrairement au sondage qui a annoncé une victoire démocrate, la réalité du scrutin nous a donné d'assister à un tsunami républicain sans précédent avec une majorité écrasante dans les deux chambres du Parlement. Bien au-delà de son résultat de 2017, Trump se retrouve avec les coudées franches pour aborder toutes les réformes, pour la plupart antimondialistes et orientées vers la relance de l'économie états-unienne, formulées dans ses promesses de campagne. Diabolisé dans les débats des médias mainstream occidentaux, le républicain apparaît dans le bloc traditionnel occidental comme une anomalie politique. Trump sera-t-il dans ce cas capable de garder le cap révolutionnaire qu'il a voulu incarner durant sa campagne? Quel avenir pour l'Occident mondialiste qui redoute la vision politique trumpiste? Comment le monde multipolaire va-t-il réagir à l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Merci de rester fidèle au programme de Pan-African Media Télévision et bien sûr, vous le savez, notre consultant exclusif dans le cadre de Presse Géopolitique, il est là. L'inamovible président Brandakani est là. Président, bonsoir. Mais bonsoir mon cher Bachir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs, à toute la grande famille. Bonsoir et respect aux techniciens sans qui nous ne pouvons pas travailler dans de bonnes conditions, les conditions standards. Merci une fois de plus Bachir de m'avoir invité.
Merci d'être là, Président Bandakani. Et peut-être avant d'aller vers notre mise en bouche concernant le Mali, quelques nouvelles du nouveau mouvement populaire. Il faut bien rappeler que le nouveau mouvement populaire a une chaîne YouTube sur laquelle vous intervenez presque tout le temps pour analyser et décrypter l'actualité géopolitique mondiale. L'actualité géopolitique mondiale, mais surtout politique, donner le point de vue politique du NMP. Et puis, bon, c'est une aventure numérique que nous avons décidé d'engager parce que nous avons estimé propice le moment. Vous savez, nous avons suscité beaucoup de vocations dans le monde numérique. Mais nous avons créé beaucoup d'emplois aux gens. Il faut bien le dire. Hein. Beaucoup d'emplois, des gens se servent, abusent de nos images, etc. Mais bon, ça peut aider des Africains, tant mieux. Mais on a estimé qu'au regard du tournant que le Cameroun prend, et que l'Afrique prend, il était important que nous ayons une page officielle politique où on peut s'exprimer de manière, parlons comme ça, plus politique. C'est-à-dire, là-bas, un peu, la politique prend le pas sur la géopolitique. Sur la géopolitique, voilà. La politique, voilà. Ça concerne essentiellement le NMP. Tout à fait, NMP. Donc, c'est la position politique du NMP voilà. sur l'actualité camerounaise, africaine et mondiale. Voilà, tout à fait. Voilà. C'est un peu plus ça. Et donc, nous rappelons à nos téléspectateurs... Ici, je fais de la géopolitique. Très bien. et voilà, pour ceux qui n'ont pas encore visité donc, la page du NMP, allez-y, tout simplement, NMP officiel sur YouTube. Vous retrouverez cela et nous vous garantissons que la plupart des interventions du président Bandakani de ce côté-là seront également retransmises en rediffusion sur les antennes de Pan-African Media. Président, parlons du Mali. Le Mali, après sa première plainte contre la France au niveau des Nations Unies, qui a été d'ailleurs votée en touche, se plaint une fois de plus, cette fois-ci des autorités ukrainiennes qui, il faut rappeler, leur ambassadeur du côté de Dakar a célébré la déculottée que les forces armées maliennes avaient reçues et puis tous les massacres qu'il y a eu, c'était à Tinzaouaten il y a quelques mois. L'ambassade ukrainienne avait reconnu le rôle joué par son pays dans ce cas-là. Le Mali a une fois de plus porté plainte, mais sans aboutissement. Ben, vous savez, ça reflète la réalité des relations internationales. Oui. On ne cessera jamais d'expliquer aux Africains la réalité des relations internationales et les implications de cette réalité pour les pays africains dans une démarche géopolitique de conscience, c'est-à-dire qu'on va opérer en toute conscience. Bachir, les relations internationales sont basées sur la puissance. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de morale, Bachir. Donc, ce qu'on appelle le temple des relations internationales, du moins dans ses dimensions politiques et géopolitiques, dans une certaine mesure, ce sont les Nations Unies. Oui. Les Nations Unies sont dotées d'un secrétariat général, d'un conseil de sécurité. Le conseil de sécurité, c'est l'organe géopolitique et géomilitaire de l'ONU. Le secrétariat général, ça gère le fonctionnement, parlons comme ça gère le fonctionnement et ça suit les résolutions, parlons comme ça. Alors, les 5 grands, entre guillemets, qui sont au Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, France, Angleterre. Voilà. Ces 5 grands-là, il y a une organisation interne non dite parmi les 5 grands, qui déséquilibre de manière fondamentale ce qu'on aurait pu attendre d'un vrai Conseil de sécurité. Vous avez au sein des 5 grands la communauté internationale, qui réunit, lui, 3 grands, entre guillemets, la France, les États-Unis et l'Angleterre. Cette communauté internationale, à chaque fois qu'il y a une situation, se démarque d'abord des 5 pour aller concevoir, penser ses intérêts en dehors des 5. Maintenant, quand elles reviennent au niveau du Conseil de sécurité, vous voyez qu'il ne peut jamais y avoir un minimum de consensus. C'est ce qu'on pourrait appeler les lignes rouges, j'en ai pas franchi, lignes rouges d'éthique, lignes rouges, parlons comme ça, en termes d'équité, lignes rouges en termes de cohérence, n'est-ce pas? Éviter que ces lignes rouges soient franchies au niveau de la gestion des cas au Conseil de sécurité. Donc, ça fait donc que l'ONU est paralysée en fait. L'ONU est paralysée
par justement ce déséquilibre, déjà par ce déséquilibre au niveau des conseils, au niveau des Conseil de sécurité, oui. membres de sécurité, ça entraîne un déséquilibre qui fait que cette paralysie structurelle à cause des trois entraîne une deuxième, c'est-à-dire une paralysie comme corollaire de cette paralysie structurelle qui fait que ça oblige la Russie et les Russes à gérer le veto. Et les Chinois. Voilà, la Russie et les Chinois, pardon, oui. à gérer le veto de manière strictement égoïste dans le sens de leurs intérêts, fondamentalement. On va leur reprocher, mais ils n'ont pas le choix. Oui. Ils n'ont pas le choix, ces deux pays-là. À partir du moment où il y a... leur impose à partir du moment où il y a la communauté internationale. Oui. Pourquoi je dis ça? C'est pour expliquer la situation de la plainte à l'ONU. Oui. Certains peuvent dire que, bon, ok, là, la Russie est impuissante à accompagner jusqu'au bout la plainte du Mali. Mais c'est mal connaître les rapports de force internes qui sont au sein du Conseil de sécurité. Ce déséquilibre-là que je viens d'expliquer fait que la Russie va... Qu'est-ce que la Russie peut faire si les États-Unis opposent le veto? Qu'est-ce que la Russie peut faire si la France oppose son veto? Vous voyez où est le jeu des veto? Oui. C'est-à-dire que les vetos détenus par les 5 neutralisent le veto dans le sens où on pourrait exercer, Bachir, une espèce de juridiction morale, juridiction éthique contre une puissance. Dans le sens que ça pourrait entraîner la sanction, une sanction, un désaveu de cette puissance-là au niveau de la communauté internationale et au niveau du Conseil des 5, pour ne pas dire au niveau des nations. C'est-à-dire sur la base que les Nations Unies, c'est une tribune où on peut venir poser les problèmes internationaux. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc il ne faut pas analyser ça comme une espèce de défaite de la Russie, n'est-ce pas, du partenariat russo-malien, non. C'est que c'est la réalité du Conseil de sécurité qui fait que les vétos se neutralisent. Et quand les vétos se neutralisent, ça débouche sur une paralysie des Nations Unies par rapport à la gestion de ce type de plainte. Alors, où une puissance est accusée. Oui. Alors, voilà. Donc il y a un deal de facto. Alors, ce deal de facto, est-ce que finalement, il ne serait pas donc en train de privilégier ces États violatrices des souverainetés des autres? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est le déséquilibre de Yalta. Yalta en lui-même, c'est l'ordre des vainqueurs. Oui. Donc, un ordre de vainqueur n'est pas un ordre de justice, Bachir. C'est même pas un ordre d'éthique ou de morale. Donc, c'est un ordre de vainqueurs. Donc, du coup, en tant qu'ordre de vainqueur, je vais vous expliquer, je reviens là-dessus. Oui. Les vétos se paralysant, les uns contre les autres, ça conduit à une situation où le veto sert à chaque puissance pour ne pas être attaqué comme puissance. Et du coup, il y a un consensus de facto qui s'impose. Ce n'est pas une affaire morale, ça découle même de la structure des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Oui. Tu ne m'attaques pas, je ne t'attaque pas. Donc on ne s'attaque pas. Mais quand j'attaque l'autre, ne t'en mêle pas. Donc à la fin, on ne s'attaque pas. Oui. Ça aboutit dans ça. La Russie est coincée dans cette affaire. Toutes ces puissances-là sont coincées dans ça. Donc c'est pour ça que la plainte du Mali n'a pas avancé. Oui. Donc, ce n'est pas à l'ONU que l'Afrique va trouver les solutions pour ces problèmes géopolitiques. Il faut inventer, l'Afrique doit concevoir une véritable stratégie géopolitique pour amener l'ONU à tenir compte des intérêts de l'Afrique. C'est très possible, c'est faisable. Nous estimons que la plainte du Mali, c'est un grand pas, c'est un très grand pas au niveau de cette démarche géopolitique en Afrique, c'est un très grand pas, mais au fur et à mesure, il faut que les panafricanistes travaillent davantage. Parce que ça ne viendra pas d'un État africain, mon cher Bachir, non. Ça doit venir des panafricanistes qui doivent approfondir ce mouvement de manière à l'amener, n'est-ce pas, à déboucher sur un changement structurel et fondamental au niveau des relations internationales. Et par conséquent, l'ONU n'aura pas d'autre choix que de changer. Je prends un exemple. Oui. Les gens vont bien comprendre. Vous avez vu les BRICS? Oui. Mais les BRICS obligent le secrétaire général de l'ONU à venir à la réunion et tenir compte de ça. Il ne peut pas ne pas tenir compte de ça. Mais sauf que les BRICS, c'est quoi? Les BRICS, c'est fondamentalement, c'est la Chine, c'est la moyen fondamental. Oui. C'est la Chine, c'est la Russie. Ensuite, l'Inde et l'Afrique du Sud, le Brésil, bien après. Oui, voilà, bien après. Maintenant, d'autres arrivent. Mais cette stratégie doit inspirer les panafricanistes et les Africains. C'est dans de tels regroupements qu'on peut amener à un véritable changement de relations internationales dans le sens des intérêts de l'Afrique. Bachir,
Nous y travaillons et vous le savez. Est-ce que justement l'AES pourrait se faire, je veux dire le Mali pourrait se faire épauler, justement puisque vous parlez des stratégies, le Mali pourrait se faire épauler par les deux autres pays membres de l'AES pour donner plus de poids à sa démarche en vue d'être rétabli dans ses droits. Ça sera symbolique, ça ne changera rien. Puisque pour que cette affaire arrive là, dès qu'il y a le veto d'une puissance, c'est bloqué. Oui. C'est le problème. Dans ce cas, est-ce que ce n'est pas toutes les Nations Unies qu'il faille repenser, dissoudre à la limite pour que chaque nation quand même se reconnaisse dans cette organisation de manière équitable? Le Mali, non, il n'y a pas... Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut reformer l'ONU, ça ne changera rien. L'ONU n'a pas été conçue pour régler les problèmes globaux. L'ONU a été conçue pour régler les problèmes internationaux. Oui. Que veut dire problèmes internationaux? Si on met de côté la structure économique de l'ordre international, avec l'avènement des multinationales, des entreprises multinationales comme on dit. Et ça va donc conduire, ça a conduit à l'avènement de l'ONU après les guerres qui ont été créées ici et là à cause des ambitions coloniales, n'est-ce pas? Plus tard, les chocs économiques vont obliger, n'est-ce pas, à créer un espace international. Il faut bien comprendre. L'espace international, ça a été l'apanage des puissances occidentales, de la Russie, ça c'est Yalta, et enfin, la Chine est venue s'y mettre. Vous voyez? Oui. Alors, cette situation pose rapidement le problème de la caducité de l'international et de la nécessité de constater simplement l'avènement du monde global. Donc, l'ONU n'est pas conçue pour gérer les problèmes globaux. Oui. Donc, il faut une nouvelle organisation du monde. Dans ce cas-là, comme l'ONU peut rester ce qu'elle est, puisque les pays occidentaux ne vont jamais accepter de perdre le privilège à l'ONU. Oui. Ce qu'ils veulent, ce sont des gadgets pour colorer un peu, lui donner un peu de légitimité. On va donner 2 sièges à l'Afrique ou 1 siège à l'Afrique. Des bêtises comme ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le monde est devenu un monde global. L'organisation internationale du monde est dépassée dans toutes ses dimensions. Pas seulement l'ONU. Même les organes annexes de l'ONU, tout ça s'est dépassé. Mais il ne faut pas balayer ça. Il faut s'appuyer sur ça pour faire advenir des structures globales. Voilà pourquoi les BRICS, c'est quelque chose d'original. Voilà une vraie organisation globale. Voilà un exemple. Comme l'OTAN, héritier, vestige de la guerre froide, s'est transformé en une organisation globale. Aux Africains de réfléchir, je répète encore, de réfléchir comment investir le monde global. Et c'est une chance pour nous parce que dans ce monde-là, on n'a pas les contraintes et les mains liées comme après les 2 guerres. Oui. Où nous étions par exemple des enfants dans la scène internationale. Aujourd'hui, cette situation, on plutôt donne les mains libres à l'Afrique pour penser des organisations globales. Et on peut le faire. Une organisation globale, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir tous les pays du monde dedans. Naturellement. Et ça ne veut même pas dire qu'il faut avoir... Ça ne veut même pas dire qu'il faut... Mais la preuve, les BRICS, il n'y a pas tous les pays du monde dans les BRICS. On n'a pas besoin de faire comme les BRICS. Oui. Elle dit que quelques pays africains s'organisent, on crée l'organisation globale. Ce qui fait l'organisation globale, ce sont ses objectifs, sa stratégie. À vous entendre, vous êtes déjà très avancé dans cette réflexion. Je ne vais pas tout dire ici. Oui, justement. Mais je vous dis que c'est très possible. Okay. Donc, l'avenir, ce n'est pas l'ONU. Bon, moi j'ai dit, si on donne un siège ou 2 sièges, prenez. C'est pas... laquelle ne va pas empêcher aux gens de prendre les sièges. Oui. Mais ce n'est pas là-bas que ça va changer. Ça va changer les choses. Très bien. Ce sera purement cosmétique. Si les Africains si nous ne générons pas d'organisation globale qui seuls sont en mesure de nous imposer sur la scène internationale. Les conditions matérielles sont réunies. Oui. Nous avons les matières premières, nous avons le retour du panafricanisme, c'est-à-dire une opinion africaine globale qui existe. Il y a des ressources humaines. Donc il reste simplement à commencer à faire, n'est-ce pas, comme l'AES a commencé. Très bien. Voilà. Nous allons donc sortir par là, puisque vous avez parlé de l'AES. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie, s'est exprimé d'ailleurs sur cette thématique. On va l'écouter, c'était à l'occasion de ce mini-sommet Russie-Afrique qui s'est tenu il y a de cela 4 ou 5 jours du côté de Moscou. On va le suivre et on revient juste après. Est-ce qu'il existe une communauté internationale? Est-ce que c'est une communauté? Est-ce qu'elle est vraiment internationale? Parce que le Mali, le Burkina, le Niger
ont porté une plainte exactement très claire et très simple devant le Conseil de sécurité que l'Ukraine, membre des Nations Unies, qui a des obligations, a déclaré ouvertement via ses officiels des services de renseignement, mais aussi des diplomates, qu'elle soutient activement en renseignement et en moyens logistiques des groupes terroristes dans le nord du Mali, ce qui est totalement inacceptable. À ce jour, le Conseil de sécurité n'a même pas accusé réception de ce que nous avons déposé. Nous savons que la Russie soutient notre démarche, mais on n'a entendu personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que je vous renvoie à la question. Est-ce que la communauté dite internationale travaille pour la paix et la stabilité? Ou bien c'est la politique de 2 poids 2 mesures? Quand un allié, un ami est mis en cause, je pense qu'on préfère regarder ailleurs. Nos populations sont très déçues et nous pensons que plus que jamais, nos pays doivent prendre en main la destinée de nos pays et faire ce qui est nécessaire pour assurer notre sécurité. Parce que nous sommes convaincus que ces moyens qui sont utilisés par les groupes terroristes ou par d'autres visent des objectifs politiques. C'est absolument clair. Mais ce n'est pas à moi de répondre à la place de cette communauté internationale que vous avez. Diop, chef de la diplomatie malienne. Le président Bandakani, à moins qu'il n'y ait un mot à dire, on peut continuer. Non, mais c'est clair. Ouais, que, venant de sa bouche, ça n'a plus d'autorité parce qu'il ne sait de quoi il parle. Ouais. Donc on vous dit ça n'a même pas été reçu. On n'a même pas accusé réception. On vous dit la place qu'on nous accorde. Ça c'est méprisant? Non, mais c'est même plus que méprisant. On n'existe pas. Mais tout ça c'est bien, Bachir. Tout ça c'est bien parce que l'évolution du monde, objectivement, va mettre l'Afrique, a déjà mis l'Afrique au cœur des enjeux internationaux. Bon, Bachir, je dis, l'ère occidentale est en train de passer. L'ère chinoise va passer. C'est en train de passer. Et les différentes successions, c'est-à-dire ces différents cycles de puissance qui se succèdent là, sont en même temps des processus de neutralisation de chaque puissance qui passe. Et qui, processus qui la ramène à une situation normale et banale, une espèce de provincialisation. Donc, c'est-à-dire, ces temps-ci sont le temps de l'Afrique. C'est-à-dire, objectivement, c'est le temps de l'Afrique. Et ce qui va se passer, c'est que c'est bizarre. C'est bizarre, Bachir. C'est même ce monde-là, c'est même tous ceux qui ont travaillé contre l'Afrique, n'est-ce pas, qui, sans le vouloir, vont être poussés à régler les problèmes avec nous. Je ne veux pas dire plus. Sans le vouloir, parce qu'ils n'auront pas le choix. Le monde ne peut pas être en paix lorsque sa part la plus importante, réellement, en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles, de ressources naturelles, matérielles même, sa part la plus importante en termes historiques, en termes de mémoire, c'est-à-dire la mémoire de l'avènement de l'humain sur Terre, quand cette part du monde-là subit l'injustice la plus inacceptable que l'humanité a connue. Le monde ne se portera jamais bien, n'est-ce pas, sans le retour de l'Afrique au premier plan. Donc, quand je vois tout ça, ça montre vraiment que l'ONU n'est pas sortie du stade primitif. On gère encore la primitivité à l'ONU, on gère la jungle, Bachir, on est dans les rapports de force à l'état brut, c'est ce que j'ai appelé les rapports de puissance, n'est-ce pas? Mais on va y en sortir, on y en sort. La globalisation nous oblige, quelle est la globalisation? Je ne parle pas d'une globalisation technologique ou économique, je parle d'une globalisation dans le sens où la destinée des nations, c'est de se rencontrer à la fin. C'est de se rencontrer. Une fois que les frontières physiques sont épuisées, je n'ai pas dit n'existe plus, je dis bien sont épuisées, parce que maintenant l'homme a conquis la planète est finie, on parle le monde, les territoires sont finis, l'espace terrestre c'est terminé, donc l'humanité est obligée de se rencontrer. C'est ça que je veux dire. Donc comme c'est le sens de l'histoire, ce sens de l'histoire-là va conduire inéluctablement au dépassement des logiques de puissance. Et c'est l'Afrique qui est bien placée pour gérer ça, pour penser ça, parce qu'elle n'est pas une puissance pour l'instant. Elle n'est pas une puissance. Très bien. Donc si l'Afrique veut agir en termes de puissance, c'est pour dépasser la puissance. Ce qui n'est pas la possibilité, à la portée des puissances barbares de l'Occident, et même dans une certaine mesure de la Chine. La Russie, sa vocation est claire.
Poutine l'a dit, le président Poutine l'a dit, il a dit que notre rôle, ce n'est pas d'être la première puissance mondiale. Ce n'est pas notre ambition. Ouais. Mais c'est d'empêcher une puissance de dominer le monde. Ouais. C'est tout un programme, tout est dit. L'équilibre, donc, merci en tout cas, président Bandakani. Alors, on souffle un tout petit peu et on revient juste après pour aborder la question du lac Tchad. De retour, donc, après ce petit souffle, président Bandakani, le lac Tchad, comment est-ce qu'on explique cette résurgence des attaques au niveau du bassin du lac Tchad? Et il y avait quand même, il y a quelques années, on sentait qu'il y avait une parfaite maîtrise de la situation de ce côté-là par les forces multinationales, la force multinationale mixte qui englobe, je le rappelle, le Cameroun, le Bénin, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Et ces derniers temps-ci, c'est pas vraiment le calme parfait. Le frontière aurait été un secret. On est tous les pays frontaliers du Tchad. Les frontières du Tchad partage avec ces pays. C'est le Tchad nord. C'est là-bas. C'est moins grave qu'au début de la chute du président Kadhafi. Mais il n'y a pas. C'est toujours stable. Parce qu'il y a deux mois. Jusqu'à présent, la Libye est devenue un no man's land, en quelque sorte, très favorable aux activités des mercenaires et de la constitution, du recyclage, des terroristes, de l'ébullition, etc. Vous prenez le Niger. Si le Niger est dans l'Ouest et est très avancé, très engagé et déterminé dans la résolution du problème de sécurité, le Niger n'arrête pas finir avec le terrorisme. C'est l'enjeu de la maison de trois frontières. Tout à fait. Vous prenez le Centrafrique. Qui est là, c'est clair, mais les groupes de rebelles existent encore, sont là. Certains même pas renforcés maintenant par le terre. Et la frontière sud du Tchad, qui réduit le Tchad au Centrafrique, n'est pas toujours, n'est pas encore sécurisée. Parce qu'en plus de rébellions, il y a des conflits, des tensions communautaires qui de temps en temps ont relations. Chaque bord a traversé pour aller à l'autre bord. Vous prenez le Cameroun, il y a Boko Haram. Prenez le Nigeria, il n'est pas stabilisé, il n'est pas encore stabilisé, il n'est pas encore stabilisé, il y a Boko Haram. Vous prenez le Soudan, la frontière est. Là, il y a une guerre qui met le Tchad en première ligne. Donc pourquoi je rappelle ça? Vous voyez que tout ce faisceau, tout cet écosystème potentiellement terroriste dans son ensemble, quand vous regardez les puissances qui instrumentalisent la menace terroriste, vous voyez donc que cet écosystème potentiellement terroriste peut devenir réellement terroriste à tout moment. Il suffit que les patrons actifs. Donc là, on vous dit Boko Haram. On dit, il y a deux branches. On vous dit Boko Haram. Ça c'est tranquille. Bon, alors, quand on remonte, on dit, si on part du principe que Boko Haram, c'est une création de la France en partie et des États-Unis, et qui ont créé Boko Haram. Boko Haram dans cette région-là, c'est les États-Unis, ce sont les États-Unis, c'est la France. Mais quand vous partez de ce principe, vous comprenez très bien ce qui est en train de se passer. Le Tchad dit ne pas se sentir soutenu par les autres pays membres de la force multinationale mixte. Comment vous appréciez cela? La force multinationale mixte, dès sa création, a toujours eu un problème. Ça a été le problème, ça a été le Nigeria. Le refus de droit de poursuite, etc., entre autres. C'est-à-dire le Nigeria. Bon, quant au Nigeria, je ne voudrais pas stigmatiser un État, mais la menace Boko Haram qui sévit fortement au Nigeria, elle vient de quoi? Il y a un narratif officiel là qui fait rire tout le monde que oui, il y a des gens, des islamistes très nerveux, qui sont rigides, qui veulent installer comment on appelle ça, la loi islamique partout. Oui, la charia. C'est de la charia, il y a quand même quelle charia. Oui, quelle charia. Voilà. Bon, c'est un récit pour enfants. Boko Haram, c'est la géopolitique américaine et française qui, n'est-ce pas, ne peut pas se passer de créer des zones d'instabilité partout pour perpétuer la prédation. C'est tout ce qui s'agit. Perpétuer la prédation, créer les marchés, n'est-ce pas, pour les industries d'armement, etc. Donc, dans le cadre de leur interminable reconfiguration du monde, pour faire du monde, n'est-ce pas, un monde civilisé, version occidentale, on ne peut pas dire version américaine
etc. C'est ce que vous voulez. Donc, c'est de cela qu'il s'agit, mon cher Bachir. Donc, cette situation a affaibli, dès le départ, la force multinationaliste. Juste à ce que Boko Haram devienne très puissant. On est en l'année 2012, 2013, vous vous souvenez, 2012, pour que le Cameroun, s'engageant cette fois-ci, essaye de peser tout son poids pour que cette organisation ait de la vigueur. Ça qui a permis de relancer la force multinationaliste, qui a fait un travail quand même extraordinaire pour Boko Haram. Boko Haram aujourd'hui a été, du moins au niveau même au niveau du Nigeria, est résiduelle. C'est une menace encore, mais elle est résiduelle. Si on la compare au début, quand elle ravageait le nord du Nigeria et quand elle a commencé à ravager le nord du Cameroun. Donc Boko Haram est devenue résiduelle, mais de temps en temps, elle s'est réactive. Donc, le Tchad dénonce ce qu'elle considère comme étant un manque de solidarité de la part des pays membres de la force multinationale mixte. Un chef d'État, Bachir, se lève un matin pour tenir de tels propos. Donc, ça mérite qu'on y accorde la plus grande attention possible. Il faut accorder de l'attention à la déclaration du pays. Oui, à l'alerte présidentielle qui nous vient du Tchad. Moi, je considère Bachir, c'est une alerte. Mais maintenant, comme nous n'avons pas la version des autres États membres, personne ne se prononcer de toutes les façons. De toute façon, nous pensons que ça doit se résoudre de manière diplomatique et que les États vont s'entendre rapidement pour régler ce problème. Le Tchad est un acteur majeur de la lutte contre Boko Haram. On ne peut pas se permettre de se passer du Tchad dans ce combat-là. On ne peut pas laisser le Tchad aussi être récupéré par les manœuvres géopolitiques. Pourquoi Bachir, je le dis pourquoi? Lorsque vous écoutez la manière dont les pays occidentaux, la France et les États-Unis, définissent la diversification des partenariats militaires qui se passent en Afrique centrale, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que les pays africains de la sous-région, Afrique centrale, comme d'autres sous-régions de l'Afrique, font du chantage, font de la surenchère à l'égard de leurs alliés traditionnels, France, USA, en se tournant vers la Russie. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Voilà ce à quoi ils réduisent cette dynamique non seulement d'émancipation géomilitaire, mais de diversification des partenariats militaires. La France et les États-Unis trouvent que non, c'est de la surenchère pour faire pression sur les partenaires. Vous voyez qu'ils ne comprennent absolument rien. Absolument rien. Ne veulent pas comprendre, ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour, tout à l'heure vous avez introduit ça de manière magistrale, pour déstabiliser, démembrer, déstructurer toutes les alliances qui sont en première ligne contre le terrorisme. Parce que sur le plan géopolitique et géostratégique, sans le terrorisme, ces gens-là ne peuvent pas parler avec nos États dans les conditions actuelles. Parce que la question d'affaiblir nos États, de les mettre sous pression pour enfin venir discuter. Pourquoi faire une fausse discussion, du moins discuter à l'occidental. C'est-à-dire que je parle avec toi seulement si tu es à genoux. Oui. Voilà. Donc, ma position est déjà... Non, à genoux. Je te mets à genoux et je dis que bon, tu es un interlocuteur valable. Voilà comment ils conçoivent la discussion Bachir. Vous devez faire à des parfaits sauvages, à des parfaits barbares. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la première loi de la géopolitique, non le plus de la géopolitique. À savoir, je répète encore, installer d'abord le chaos et venir pêcher en nos troubles. On sème le chaos et on vient, on allume le feu et nous on vient vous dire on peut éteindre le feu rapidement avec vous. À condition que, la condition là, ça ne se passe jamais en public. Ça se passe toujours dans les secrets. Parce que dans le secret là, comme je répète encore, vous discutez étant à genoux. Donc, Bachir, ce qui se passe est très clair. C'est pas compliqué. Donc, on vous dit, quand on vous dit ok, Boko Haram, les forces rebelles se recyclent par exemple en Libye, c'est le cas du FACT, où ils ont les mines d'or qui gèrent, ça fait tout ça. Alors si moi je gère une mine d'or, où ils prennent l'expertise pour gérer l'or, 2, qui achètent, je vends à qui? On se moque des gens. Vous voyez comment? Tout ça c'est bien organisé pour que les groupes rebelles aient de l'activité qu'on appelle l'activité dormante, quand il n'y a pas la guerre, mais l'activité dormante permet de les réveiller quand on veut, quand il faut maintenant aller faire le vrai travail pour lequel on les a créés, déstabiliser les États et n'est-ce pas, les affaiblir. Donc, par rapport à ça, Bachir, il faut pas... Il y a des manœuvres claires là. Les manœuvres qui viennent des États-Unis et de la France
consistant vraiment à manœuvrer pour qu'il y ait cette crise au sein de la force multinationale mixte. Je ne voudrais pas dédouaner ce que le président Déby dénonce. Parce qu'il tout ce que je dis n'empêche pas d'être solidaire. Oui. Ne serait-ce que même sur la parole, sur des petits gestes. Oui. Vous voyez? Mais je sais, quand vous voyez que par exemple, le fait que le président Tinubu, depuis qu'il est élu, n'a pas visité le Cameroun, alors que le Cameroun c'est son premier partenaire commercial. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors que le Cameroun est en première ligne dans le combat contre Boko Haram, y compris surtout au Nigeria. Oui. Comment vous expliquez ça? Vous voyez très bien qu'il y a des manœuvres géopolitiques qui visent justement à briser les mains, n'est-ce pas, des États de la sous-région contre le terrorisme. Il y a l'autre facteur, Bachir. La défaite en Ukraine et la défaite de l'Occident et de la France dans le Sahel, évidemment, la pousse naturellement à réinvestir l'Afrique centrale. C'est la moindre des choses. À réinvestir l'Afrique centrale comme base d'appui pour espérer rebondir et repartir. Et dans ce travail-là, il y a une sous-traitance secrète entre elle et les États-Unis. Alors, le Tchad a donc décidé de monter d'un cran, naturellement, à travers son président, Mohamed Idriss Déby Itno, qui lui-même est allé au front sous la bannière de l'opération Haskamit. Alors, président Bandakani, c'est vrai que les résultats que nous observons jusqu'ici sont très bons. Et je rappelle que les équipes d'Afrique Média sont sur place. Ils ont retransmis plusieurs images. Notre partenaire. Oui, tout à fait. Notre partenaire, il faut bien le rappeler. Plusieurs images qu'on a pu voir de ce côté-là. L'armée est montée en puissance. Jusqu'où pensez-vous que le général Mohamed peut aller dans cette nouvelle opération? Mais le but de l'opération Haskamit, c'était de venger les martyrs, c'est ce que le président a dit. Oui. Les martyrs tombés dans cette attaque. Oui. Je pense qu'on a près d'une cinquantaine de soldats. Tout à fait. Ben c'est fait, hein, puisque les terroristes ont été repoussés jusqu'au Niger. Ils ont été repoussés. Oui. Alors, évidemment, il y a la guerre des propagandes comme d'habitude. Les Français, les Occidentaux disent que non, il y a beaucoup de morts du côté tchadien. C'est faux, pas tout ça, c'est faux. C'est faux. Le nombre de morts qu'ils donnent n'a rien à voir avec la réalité. Donc aujourd'hui, les rebelles ont été mis en déroute, les terroristes rebelles ont été mis en déroute. La preuve, ils ont fui pour aller vers le Niger. Donc, je vais pas être plus réaliste que le roi. Le président lui m'a dit qu'il était optimiste et qu'il ne vendait pas la peau de l'ours avant de l'avoir achevée. Je pense que cette prudence présidentielle doit nous inspirer. D'autant plus que la menace est sérieuse. Tout à l'heure, on parlait des dysfonctionnements qu'il y a au sein de la force multinationale mixte. Oui. Je ne sais pas pourquoi le Niger, je ne sais pas ce qui se passe dans la relation entre le Tchad et le Niger quant à la gestion de ce type de situation. Parce que le Niger est dans l'AES, c'est une très bonne chose, nous sommes très heureux pour tout ça, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des relations bilatérales, comment on appelle ça, cohérentes, dans le sens où le Niger, c'est un État qui se bat contre les terroristes. Les Tchadiens se battent contre les terroristes. Pourquoi ils peuvent faire s'entendre rapidement? Si d'un côté, on attendait les terroristes du côté du Niger, on les aurait... Ça aurait été... complètement exterminé. Ça aurait été vraiment, comme on dit dans le jargon, un hachoir. Oui. Ça aurait été un hachoir, à dire pour le bien de la paix. Et quels sont les risques justement d'une stratégie en solo de lutte contre le terrorisme international? Non, je pense qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette affaire. Je pense que c'est pas le cas du Niger. Je suis sûr que le Mali a condamné, le Mali a apporté sa solidarité au Tchad. Le Mali a condamné, il y a eu un communiqué gouvernement camerounais qui s'est été élu par le ministre Maïga. Oui. Qui a, je crois qu'il est adjoint vice-premier ministre, toujours pas intérim, autant que l'autre. Oui. Voilà, donc il a dénoncé, il a apporté le soutien du Mali, la solidarité du Mali au Tchad. Mais on n'est pas naïf. Il y a des non-dits, il y a des petits soucis, des petits problèmes. Par exemple, le fait qu'il y ait des bases militaires françaises au Tchad fait à ce que le Tchad n'est pas crédible. Tu vois un peu. La présence de 9 bases militaires françaises au Tchad fait que le Tchad n'est pas crédible dans la gestion du risque France. Oui. Or, le risque France, Bachir, c'est quelque chose de monstrueux pour l'AES. À juste titre. Vous voyez un peu. Alors, donc vous voyez, ce sont déjà de frictions, justement, que la France veut exploiter, que les Occidentaux veulent exploiter, n'est-ce pas, pour essayer de déstabiliser un pays comme le Tchad, qui, je le rappelle, est le pays qui est à la jonction du Sahel et de l'Afrique centrale. Tout à fait. Vous voyez l'enjeu. Et quand vous regardez l'histoire de la géopolitique occidentale au Tchad,
Vous savez quel rôle on avait le Tchad, les Occidentaux, en général, et la France, ça dit on jurait de ne jamais perdre le Tchad. Au point où il y a une doctrine géopolitique qui dit que le jour où l'Occident perd le Tchad, elle a perdu, par exemple, elle a perdu pratiquement toute l'Afrique subsaharienne. Ouais, ça dit que vous voyez l'enjeu qu'il y a au Tchad. Donc il y a cette réflexion-là. Je pense qu'il faut que rapidement, il y ait un sursaut. Oui. Pourquoi il faut un sursaut? J'ai dit depuis plus de 15 ans aujourd'hui que le problème du Tchad ne peut pas être un problème tchado-tchadien. Oui. Je cesse de le dire. Si on est d'accord que le Tchad est un maillon essentiel dans la stabilisation et du Golfe de Guinée et du Sahel, ça devient un impératif en termes d'analyse, mais aussi d'opérationnalité géopolitique. Que l'affaire du Tchad ne peut pas être une affaire tchado-tchadienne. C'est une affaire de toute la sous-région Afrique centrale, c'est une affaire de tout le Golfe de Guinée, c'est un problème du Sahel. Nous devons réfléchir comment on va aider le Tchad à annuler le risque France, de par la présence de 9 bases militaires françaises au Tchad. Quand je l'ai dit, je sais qu'on peut me dire, mais oui, d'accord. Est-ce que vous êtes sûr que les dirigeants tchadiens sont fiables? Est-ce qu'eux sont prêts à jouer ce jeu? Ouais. J'ai dit, ok, j'intègre ça. Mais on fait de la géopolitique. Oui. On fait de la géopolitique. On peut partir sur un plateau, Bachir. On est sur votre plateau, on peut partir d'ici. Mais on peut toujours réfléchir comment faire. Mahamat Déby, héritant d'une situation très complexe, très complexe. Cet héritage-là, c'est pas lui qui l'a fait. C'est même pas son père, ça vient de très loin, ça vient même avant les indépendances. Quand, d'abord, on peut remonter à l'esclavage, au niveau des routes transsahariennes, même dans le cadre de l'esclavage arabo-musulman. Le Tchad hérite d'une situation géopolitique qu'on lui a imposée, c'est-à-dire qui pèse, qui est lourde, très lourde, et qui paralyse les plus bonnes volontés politiques. Et amène ces volontés politiques à se concentrer sur l'essentiel, sur le pragmatisme version tchadien, à savoir bien gérer mon armée et consolider mon pouvoir. Limiter l'armée du Tchad à être soit jouer un rôle au niveau du Soudan, soit être une supplétive des ambitions prédatrices franco-occidentales, etc. Je vous rappelle la guerre qui a longtemps duré au Tchad, Faya-Lajo, etc. Où on a bien vu ce qui s'est passé avec les Américains, les Français, etc. Et à un moment donné après, la Libye, etc. On a entretenu la guerre au Tchad pendant plus de 50 ans, dans le but justement de faire du Tchad ce que moi j'appelle une réserve géopolitique. Une réserve géopolitique au XXIe siècle, pour le service, n'est-ce pas, des ambitions de la géopolitique occidentale. Par rapport à ça, Mahamat Déby a fait des pas qu'on ne peut pas mépriser. Vous étiez, il n'y a pas longtemps, quelque part, vous étiez quelque part dans un pays de la sous-région Afrique centrale, où vous avez eu des confidences au niveau le plus élevé. Le Centrafrique vient de signer un accord avec le Tchad. Il y a un accord. C'est un accord, quoi qu'on dise. Géopolitique, dans le but de faire le plus de booster la sécurité au niveau de leurs frontières. Vous vous souvenez au plus fort de ces situations de troubles aux frontières tchadio-centrafricaines, il y avait des vagues en guerre auprès de Mahamat Déby qui ont demandé, mais il faut que, pour le compte de la France, c'est une occasion d'engager la bataille. Créer une situation qui avait prévalu au temps de Déby père, avec Dr Dja et la rébellion. Vous vous souvenez très bien. Mais Mahamat Déby a dit niet. Ils ont réglé ça en frère. Moi, on a salué ça à l'époque. Ça n'a pas été facile. Mahamat Déby, très compliqué. Parce que l'héritage familial laissé par le père Déby n'est pas facile à gérer. N'est pas facile à gérer. Au contraire, très compliqué. Donc, deuxièmement, à la faveur de sa prise de pouvoir et de tout le processus qui a conduit à sa réélection, il s'est rapproché des Russes. Il ne s'est même pas rapproché. Il a continué le partenariat qui avait été engagé par son père avec les Russes. Au point où M. Lavrov est venu ici à la faveur d'une tournée et nous a dit de manière solennelle que le Tchad est un grand partenaire de la Russie. Vous vous souvenez très bien. Plus grave, à l'heure actuelle, Mahamat, nous avons des informations là-dessus, il est gardé par les Russes.
Donc il y a une dynamique au Tchad. Elle est un peu embryonnaire. Elle est encore très jeune. Mais il y a une dynamique que personne ne peut contester que au niveau du sommet d'État tchadien et de l'armée tchadienne, on a pris conscience du fait que le risque français, à terme, est une menace grave à la souveraineté du Tchad, mais même à la sécurité des institutions tchadiennes. On a pris conscience de ce risque-là. Le Tchad n'a pas obligé le fait. Et l'aventure qui a conduit à l'assassinat du père Déby, même au plus fort de des derniers événements qui viennent de se passer. Mais le Tchad, la France, comme d'habitude, dans son double jeu d'hypocrisie géopolitique, est venue, après avoir constaté les dégâts, proposer son service. Mais le Tchad a dit non, on n'en veut pas. Ça, c'est l'information que nous avons de sources sûres, à partir des éléments que nous envoie Afrique Média sur le terrain et de nos sources auprès du pouvoir tchadien. Donc, c'est des choses que ce n'est pas fait publiquement. Mais ça montre qu'il y a des avancées. Il y a cette volonté qui est claire, il y a des avancées. Je pense qu'il faut soutenir ça. Il faut accompagner le Tchad dans cette dimension-là par une dynamique géopolitique extrêmement audacieuse, extrêmement élevée, qui prend en compte tous les paramètres que je viens de mettre sur la table, les paramètres de l'AES, tous les paramètres que je viens de mettre sur la table, qui font, n'est-ce pas, la spécificité historique géomilitaire du Tchad, que ce soit sur le dossier soudanais, où le Tchad est en première ligne, n'est-ce pas? Tout ça peut se retourner contre le Tchad par l'action de la France et des États-Unis. Bachir, vous vous souvenez de l'enjeu Masra? C'était quoi l'enjeu Masra? Mais beaucoup n'avaient pas vu ce que nous avons vu, comme d'habitude. Exactement. Si Masra passait, mais on ne serait plus en train de parler comme ça. On ne serait plus à ce niveau. L'Occident, les États-Unis voulaient renouveler cet accord historique géopolitique qui fait du Tchad une réserve géopolitique et géomilitaire occidentale. Les États-Unis voulaient renouveler ça dans le cadre d'une grande offensive pour s'opposer à la Russie dans ce qu'ils appellent la grande golfe du Guinée. Donc les enjeux sont tellement vastes et il n'est pas acceptable qu'on trouve de telles distensions, n'est-ce pas, dans une force comme la force multinationale mixte qui vraiment était une belle promesse géopolitique et géomilitaire. Est-ce que cette force peut être, par là nous sortons, je veux dire, réétudiée, reformée et consolidée pour plus d'efficacité? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, l'appel du président Mohamed serait une sorte que son appel sera entendu. Très bien. Je l'espère, parce qu'il faut que cette force-là, on n'a pas intérêt à ce que la force multinationale mixte retrouve sa léthargie des années 94, des années qui ont suivi sa fondation, parce qu'elle a été créée en 1994, c'est pas en 2012. Donc, il faut tout faire pour que cette force-là ne retombe pas dans cette léthargie. Ce n'est ni le moment, c'est pas le moment, parce que c'est dangereux, mon cher Bachir. C'est dangereux. Je vous dis, Bachir, dans la sous-région Afrique centrale, il y a des situations qui... Il y a des situations qui sont à risque. Vous avez des situations pratiquement de succession dans beaucoup de pays de la sous-région Afrique centrale. En Guinée équatoriale, que ce soit au Congo-Brazza, et même au Cameroun. Alors, il y a des tentations dynastiques néocoloniales, Bachir, qui peuvent pousser les uns les autres à s'accommoder du projet franco-américain dans la sous-région Afrique centrale. Ces intérêts-là peuvent dire que bon, FMM, ça ne sert à rien, on s'en fout. Mais c'est très dangereux. Le président Biya avait dit à l'époque, au plus fort de Boko Haram, qu'en menace globale, solution globale. Mais la force multinationale mixte est une solution globale. C'est une approche de solution globale. Il ne faut non pas ramer à contre-courant en déstabilisant cette alliance-là. Qui a fait ses preuves? Elle a fait ses preuves. Nous souhaitons donc, n'est-ce pas, au niveau de la sous-région, qu'il y ait un sursaut, qu'on écoute les problèmes de récrimination du Tchad, que ça se règle, n'est-ce pas, dans le sens d'une haute responsabilité géopolitique, dans le sens du pragmatisme géopolitique, et que vivement, n'est-ce pas, la lutte contre Boko Haram reparte, n'est-ce pas, avec beaucoup de puissance, avec beaucoup d'engagement, pour le bien de la paix. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette autre thématique. On souffle encore une fois, un tout petit peu, et on revient juste après pour la dernière thématique.
L'élection de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique, est-ce qu'on se dirige vers un rééquilibre, si vous voulez, au niveau des relations internationales? C'est la grande question que nous nous posons ce soir. Mais on y met, il faut bien le dire, la question du départ de Donald Trump qui a facilité la montée en puissance des violences, la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a pris corps avec la bénédiction de l'administration Biden. Au niveau du Moyen-Orient, on a vu Israël décapiter, massacrer tout simplement les Palestiniens au nom d'une guerre contre le Hamas. On a vu naturellement plusieurs autres foyers de tension qui sont nés. Est-ce que Donald Trump, par son retour, en tout cas, va faciliter la pacification du monde et quel sera le rôle de l'Afrique dans tout cela? C'est la question que nous nous posons. Pour planter le décor de cette thématique, on va aller du côté de la régie pour prendre l'élément qu'on nous propose. Je crois que c'est en anglais. On va essayer de suivre tant bien que mal et on revient juste après. Left-wing gender insanity being pushed on our children is an act of child abuse. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. Can you believe this? I will sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs that promote the concept of sex and gender transition at any age. The Department of Justice will investigate Big Pharma and the big hospital networks to determine whether they have deliberately covered up horrific long-term side effects of sex transitions in order to get rich at the expense of vulnerable patients, in this case, very vulnerable. We will also investigate whether Big Pharma or others have illegally marketed hormones and puberty blockers which are in no way licensed or approved for this use. My Department of Education will inform states and school districts that if any teacher or school official suggests to a child that they could be trapped in the wrong body, they will be faced with severe consequences. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. The bill will also make clear that Title IX prohibits men from participating in women's sports. No serious country should be telling its children that they were born with the wrong gender, a concept that was never heard of in all of human history. Nobody's ever heard of this, what's happening today. It was all when the radical left invented it just a few years ago. Avant d'aborder les autres questions, je voudrais quand même un petit commentaire sur ces déclarations de Donald Trump, sur la question du genre. Il n'a pas été, en tout cas, il n'a pas sa langue dans la poche. Hein. Il a dit qu'il prendra des décisions, il signera des décrets interdisant, bien sûr, les transgenres, la mutation génitale, etc., etc. Président Vandakani, une réaction peut-être. Bon, il faut corriger les narratifs, Bachir. Oui. Moi, ce que je voulais dire, j'ai perdu ma mémoire par rapport à ce que vous avez dit. Oui. En tout cas, il ne faut pas reprendre à notre compte les récits mainstream, les narratifs des mondialistes. Oui. Donc, Donald Trump ici parle au monde. Ce discours-ci, oui, c'est un message au monde. C'est-à-dire que ça crée un pipeline géopolitique de ralliement qui transcende des problèmes classiques de la géopolitique en termes, vu sous un angle classique, de souveraineté, au niveau des rapports économiques, etc. Ça transcende même ça. Parce que qu'est-ce que Trump met là au cœur de son discours, Bachir? C'est la désacralisation de la vie, c'est la destruction de la vie, telle que l'a formulée l'abomination mondialiste. C'est-à-dire, quand on parle de genre, c'est petit. Les enjeux liés à la transidentité, la transhumance, la transhumanité. J'ai longtemps parlé de ces choses-là. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur depuis très longtemps. Pourquoi c'est un discours transcendant? Dans le sens où
ça parle au monde, indépendamment de nos différences. Ça nous pose le problème de l'avenir de l'espèce humaine. Indépendamment de notre race, de nos appartenances en termes de nation, de l'avenir de l'espèce humaine. Je précise ceci. Voilà des gens qui vous parlent de préserver la planète. Oui. Il faut préserver la planète telle qu'elle est. Pourquoi leur dérive technologique, dérive faustienne technologique, ne s'applique pas à la planète? Pourquoi on le dit, oui, le climat, on le change des choses comme ça? Alors que quand il s'agit de l'être humain, on ne respecte pas le droit de la nature concernant l'être humain. C'est-à-dire la démarche. On est prompt à muter l'être humain. On le mute, oui. Mais quand ça c'est la planète, non, il faut préserver la planète va mourir, tout est consort. Mais pourquoi? À quoi sert la planète s'il n'y a pas l'être humain? La raison d'être de la planète, c'est l'être humain. Naturellement. Vous ne voyez pas la contradiction flagrante qu'il y a entre la volonté. On démolit l'être humain tel que la nature nous l'a donné, pour parler comme ça, un langage non religieux, tel que la nature nous a donné. En même temps, on veut préserver la planète, n'est-ce pas, tel que la nature nous l'a donné. Vous ne voyez pas que c'est une contradiction satanique et diabolique? Donc, à travers ce discours de Donald Trump, nous parle de ça. Et je dis c'est un sujet transcendant, qui dépasse certains problèmes que nous avons entre nous. Et à ce niveau, c'est là où Bachir, c'est là où le pluralisme est devant vous. J'ai toujours soutenu Donald Trump. Souvent, j'ai été incompris. Mais comme je suis toujours avant-gardiste. Parce que quand j'ai annoncé cette affaire, Trump, il est là. Ça fait longtemps que je le soutiens. Bon, il n'y a pas de 100%. Voilà. Il y a des contradictions, mais dans l'ensemble, vous l'avez soutenu. Je ne le soutiens pas parce que je n'oublie pas qui il est. Je n'oublie pas l'afro-américain qui peut être. C'est pas ce qu'il s'agit. Mais je dis, c'est quelqu'un qui s'oppose à ce mouvement-là, qui vise à détruire l'espèce humaine, Bachir. Quelqu'un qui s'oppose au mouvement visant à détruire les nations, n'est-ce pas? À détruire, à déraciner les nations, à anéantir les cultures et à anéantir les religions. Quelqu'un qui s'oppose à ça, mais comment je fais pour ne pas être d'accord avec les Bachir? Ça, c'est un sujet. Voilà pourquoi je dis que l'anti-impérialisme, qui est le fondement du panafricanisme, n'exclut pas ce type de convergence avec une personne comme Trump. Deuxième élément fondamental dans l'analyse de son retour victorieux, c'est la question de l'enjeu économique, et ça interpelle même le combat anti-impérialiste Bachir. C'est-à-dire que l'impérialisme au XXIe siècle n'est pas l'impérialisme du XIXe siècle, du XVe siècle. Vous comprenez? C'est le même fond au niveau idéologique, mais ça ne se manifeste pas de la même manière. Et en cela, nous devons être extrêmement vigilants quand nous analysons ces choses-là. Pourquoi je le dis? Vous ne comprenez pas cet homme si vous ne comprenez pas les ravages que la globalisation mondialiste a fait aux États-Unis. Ça a désindustrialisé l'Amérique, laissant ravageant des territoires, laissant au chômage des millions d'Américains. Ça détruit totalement toute une classe moyenne, mon cher Bachir. Mais en plus, un des ressorts cachés de cette idéologie mondialiste, sous son prisme woke, le wokisme, c'est la destruction de la famille. Aux États-Unis, vous ne mesurez pas le coût que c'est un truc comme ça. Les hommes sont devenus des dangereux, c'est-à-dire sont devenus une menace, c'est-à-dire dangereux pour la vie. Aux États-Unis, si tu es masculin et viril, tu es un monstre, mon cher Bachir. Tu es un monstre. Donc, vous imaginez, ça a mené, n'est-ce pas, à poser la question, mais qui est désormais américain? Où va les États-Unis? Donc, à ce déclassement industriel, Bachir, et tout le corollaire de pauvreté, de territoires, d'États, de zones déclassées et abandonnées, est venue se joindre à ça la question fondamentale qui travaille l'Amérique aujourd'hui, à savoir qui est américain qui ne l'est pas. Et ça va très loin. Parce que désormais, la question c'est, nous les WAPs, White, Anglo-Saxons, protestants, fondateurs des États-Unis, héritiers des colons américains, où est-ce qu'on va? Nous sommes en train de voir comment nous disparaissons dans notre pays. Ce n'est pas leur pays. C'est place du point de vue des Noirs et des Indiens. On sait comment l'Amérique a conquis. Comment ils ont conquis l'Amérique. Ce n'est pas le génocide. Mais comment font les démocrates? Les démocrates vont aller instrumentaliser la mémoire du génocide en le dénaturant, en le séparant de sa dimension fondamentalement anti-impérialiste. Ils vont récupérer ça
Et ils vont retravailler ça dans des récits comme Black Lives Matter. Oui. En faisant oublier que les démocrates, c'est le parti qui a fondé le Ku Klux Klan. Donc ils ont retravaillé ça pour commencer un travail d'opposition entre les minorités. C'est-à-dire que c'est l'enjeu de l'immigration. Mais là où ça fait mal, c'est que il s'agissait de justifier la disparition des WAPs. C'est-à-dire, c'est un Big Bang aux États-Unis. C'est grave. Donc, je ne parle pas du fait que maintenant, une fois qu'on a déclassé les gens en remplaçant la vieille économie capitaliste par la nouvelle qui est basée sur la spéculation et les rentes technologiques, entre guillemets, on a décidé que 5 millions d'Africains et d'Américains étaient inutiles. C'est-à-dire qu'ils ne servent plus à rien parce qu'ils ne servent plus à rien dans l'histoire. Ils sont inutiles. Donc on a engagé une dynamique qui couple l'immigration illégale, l'idéologie transidentité, LGBT, tous ces machins-là, n'est-ce pas? Et son corollaire d'opposition radicale entre l'homme et la femme, n'est-ce pas? Quand vous couplez tout ça, vous avez la stratégie des démocrates. Donc, c'est ça qui se retourne contre eux, parce que Trump a su incarner cette Amérique-là. Il ne s'agit pas pour moi d'entrer au cœur des bagarres américaines. Trump, si je vous ai bien compris, il a parlé aux Américains et il n'a pas choisi d'aller parler aux minorités. Il a parlé aux Américains. Aux Américains. Il a retourné contre les démocrates tout leur bricolage. Tout leur bricolage, parce que le but des démocrates, c'est quoi? C'est de continuer, c'est de faire à ce que l'agenda mondialiste aboutisse au niveau mondial. Attends, ça va chez nous. Et si ça aboutit, ça veut dire que moi et vous, on n'existe plus. C'est l'Afrique sans les Africains. Parce que les Africains comprennent très bien l'enjeu. C'est l'Afrique sans les Africains. Et on va réussir ça par des pandémies, par un détournement de la science vers une dérive phaustienne, Bachir, qui va utiliser, qui va redonner vie, c'est-à-dire comment dire ça, qui va instrumentaliser les catastrophes naturelles, à savoir les tremblements de terre, Bachir, les maladies classiques, etc., dans l'optique de diminuer la population mondiale, Bachir, à défaut de faire, comment dire ça, à défaut d'éliminer une grande partie de l'humanité. Et ce n'est pas 1 milliard, ce n'est pas 2 milliards, ce n'est pas 3 milliards. Bachir. Donc, c'est sérieux. Trump, par son combat aux États-Unis, c'est-à-dire, a fait coïncider. C'est-à-dire, la bataille aux États-Unis ne peut que coïncider avec tous ceux qui dans le monde ne veulent pas accepter l'agenda mondialiste. Ne peuvent pas l'accepter. Donc les Africains ne peuvent pas accepter l'agenda mondialiste. Naturellement. Ce qu'on appelle le Sud global ne peut pas accepter l'agenda mondialiste, mon cher Bachir. Vous voyez comment c'est un sujet transcendant. Et c'est là où on se retrouve. Et ça redessine les frontières du combat politique, du combat géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça remet au cœur de la table le clivage souveraineté des nations, Bachir, contre mondialiste. Vous voyez comment nous sommes concernés. Ça veut dire sur la table. Voilà pourquoi moi, je m'en fous de l'homme, je connais qui il est. Voilà pourquoi nous, là où d'autres disent que non, vraiment, démocrates, républicains, c'est bonnet blanc. Blanc, bonnet, d'abord, c'est faux parce que c'est refuser d'analyser les évolutions américaines depuis 60 ans. Le démocrate égale républicain, c'était vrai pendant la guerre froide, dans certaines mesures. Depuis la fin de la guerre froide, ça ne marche plus. Les idéologies ont pris le dessus. Les deux grands partis se sont complètement transformés. Aujourd'hui, le parti républicain est devenu le parti des classes populaires, comme par hasard. Là, les démocrates sont devenus le parti des élites. Des élites urbanisées et au service du mondialisme, c'est-à-dire des multinationales et des structures, des transnationales financières, BlackRock, Vanguard, etc., qui aujourd'hui sont entrés dans un deal avec la Federal Reserve. Et vous comprenez la bagarre qui a commencé, il n'est pas encore installé entre lui et le président de la Federal Reserve. Où lui dit que, même si Trump est là, lui n'obéit pas à Trump. En tout cas, j'ai cru lire quelque part qu'il avait d'ailleurs le soutien de Elon Musk dans cette bataille qu'il oppose aux dirigeants de la Fed. Oui, Elon Musk a fait campagne avec lui. C'est évident. Très bien. Président Badakani, puisque nous évoluons, dans une quinzaine de minutes, on va rendre l'antenne. Est-ce que le président Trump sera capable de garder le cap, ce cap révolutionnaire et qu'il a voulu incarner durant toute sa campagne? Et là, je fais allusion à tout ce qu'il y a comme crise aujourd'hui sur la planète.
Il n'a pas le choix. Je vous renvoie son interview avec Carson Tucker. Oui. Je renvoie ceux qui nous suivent. Hein. Allez sur cette interview. Vous allez comprendre pourquoi il y a dit le fossé qui sépare Kamala Harris et ses talons et ses rires bidons à M. Donald Trump. Vous allez comprendre. Et comment ça impacte la planète. Bachir n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est un impact majeur en géopolitique. La guerre en Ukraine, au Moyen-Orient, ça aura un impact majeur. Contrairement à ce que les gens croient, la relation, l'amitié qu'il lie Trump à Netanyahu, mais c'est une amitié politique hein, et d'intérêt. Trump sait très bien, d'ailleurs, l'entourage de Trump l'a déjà annoncé. Ils ont dit à M. Netanyahu, tu penses que notre élection, c'est un black sign pour toi, pas le faire ses aventures en Cisjordanie, tu te trompes. Parce que Trump a tenu contre Bachir, non seulement de l'évolution des votes musulmans à ses côtés, mais de la situation au Moyen-Orient. La géopolitique au Moyen-Orient n'est plus en faveur des Américains. Le rapport de force a beaucoup changé au Moyen-Orient, que ce soit à l'intérieur d'Israël même, que ce soit au niveau du rapport arabe-Israël, que ce soit au niveau des États de la sous-région avec Israël. La question palestinienne aujourd'hui est redevenue incontournable et indifférable. Trump, le pragmatique qu'il est obligé de tenir compte de ça. Trump dit, c'est là où c'est intéressant pour nous, c'est que Trump n'a pas déclaré la guerre à un pays africain parce que vous n'avez pas élu un président comme le veulent la bien-pensance occidentale, comme ne viendra pas se mêler dans vos affaires intérieures, parce qu'il va s'occuper des États-Unis. J'ai envie de parler très simple. Des États-Unis. Il fera comme son premier mandat. Lors de ce mandat, on lui dit... Vous avez dit que la relation entre Donald Trump ou l'administration Trump et les États africains ne devrait pas connaître une certaine évolution. On sait qu'il a, il a carrément ignoré l'Afrique pendant son premier mandat et ça allait en étroite ligne avec ce qu'il avait dit même pendant sa campagne. C'est clair. Est-ce que cette fois-ci, on ne pourrait pas voir une sorte d'évolution? Mais c'est la même chose qu'il va faire. Il va être tellement préoccupé par la situation interne aux États-Unis qu'il ne va pas s'occuper. Il retrouve un peu la tradition isolationniste du Parti républicain qui avait été abandonnée pendant un moment donné. Mais Trump retrouve ça. C'est-à-dire que les républicains, historiquement, nous ne voulons pas nous engager dans des guerres qui ne nous concernent pas fondamentalement. Mais bon, le mondialisme a essayé de créer un parti unique aux États-Unis et il a entraîné certains républicains. C'est d'ailleurs pourquoi Dick Cheney, Bush, tout ça ont appelé à voter pour Kamala Harris. Donc vous voyez que ça a réussi. Mais Trump vient casser tout ça. Il vient remettre tout ça à plat pour que l'Amérique se recentre sur elle-même. Ce qui est intéressant pour nous là-dedans, c'est comme je vous ai dit, moins d'ingérence. Le monde va respirer en matière de paix. On était au bord du 3e guerre mondiale. Et si Kamala Harris passait, le risque du 3e guerre mondiale devenait de plus en plus vraisemblable et réel. Avec Donald Trump, ça recule. On respire un peu, mon cher Bachir. Par rapport à l'Afrique, c'est un transactionniste. Trump, c'est l'homme des deals et des transactions. Ça veut dire quoi? Lui, il va opérer par des sanctions commerciales. Lui, le père a ça. Il dit, bon, toi, tu m'énerves, je veux t'exclure de la Goa pour l'Afrique, etc. Lui c'est l'homme des transactions, Bachir. Donc, il opère par sanction et par transaction. Mais avec un monde multipolaire devant nous là, la force des sanctions américaines va aller s'affaiblissant de plus en plus. Ça va aller s'affaiblissant de plus en plus. Donc, de ce point de vue, nous avons intérêt à ce que Trump soit été réélu, que Kamala Harris. Donc, moi, je regarde ces choses-là en fonction des intérêts de l'Afrique. Très bien. Sur le plan économique, sur le plan de la géopolitique, sur le plan de la paix, sur le plan de valeurs, nous avons intérêt à ce que Trump gagne. Merci, Président Bandakani. Alors, comme de tradition, on va donner la parole à nos téléspectateurs, vous les appelez les co-panélistes. Alors, on va donc aller très rapidement prendre quelques-uns et on revient avec vous pour fermer définitivement cette émission. Ce sera juste après le jingle. À vous l'antenne. À vous l'antenne ce soir, eh bien, nous allons commencer par notre ami Peter depuis l'Écosse.
Peter au bout du fil. Allô, bonsoir Peter et merci d'être avec nous. Presse Géopolitique vous donne l'antenne. Bonsoir M. Bachir, bonsoir Président Balakani. Je suis très heureux de participer à cette émission. Je veux me donner un peu l'accent sur la situation au Tchad qui est un peu similaire à ce qui se passe au Burkina Faso. Je vous avais dit que le Quai d'Orsay est sur pied pour empêcher absolument, parce qu'ils ont eu écho que le Tchad veut accéder à l'AES, ce qui va complètement chambouler l'empire du Soudan qu'ils avaient conçu à la colonisation. Donc imaginez-vous ce qu'ils sont en train de faire. Au Burkina, on a parlé de 5 milliards, mais pour le Tchad, c'est plus que ça parce qu'il y a des groupes armés au sein même de cette armée qui sont en place afin de pouvoir mener au moment opportun cette attaque éclair qui va surprendre beaucoup de personnes. Mais j'espère bien que le président tchadien, M. Kakadébi, saura prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ce drame ne puisse pas arriver parce que il est si proche du but. Mais là, il sent vraiment que il a pris des résolutions puisque ça a fuité au centre de son palais, que le déguerpissement de l'armée française sur son territoire. Et ça, il est hors de question pour Paris de pouvoir le permettre. C'est pourquoi ils feront tout et mettre ses pieds afin de pouvoir empêcher cela. Et voilà pourquoi vous voyez tous ces chaos un peu partout au Burkina, au Mali, etc. Mais comme je vous ai dit, quand un empire va en déchéance, on voit beaucoup de remarques et beaucoup de signes qui apparaissent. Et ça, je ne vous fais pas dire que ça va être effectif dans les temps à venir. Maintenant, si je veux parler des États-Unis, je pense que c'est un peu le ras-le-bol des citoyens américains qui ont fait un choix judiciaire parce qu'ils voyaient vraiment que le pays était en perte de vitesse avec un président clone vis-à-vis des autres chefs d'État des puissances étrangères tels que Xi Jinping, M. Poutine et tout ça. Et surtout, la politique des démocrates étrangers, la politique étrangère des démocrates qu'ils ont trouvé vraiment très nocif, mais en plus nul. Donc il faut redorer cette image américaine et je pense que Donald Trump ne va pas être un va-t-en-guerre, mais plutôt chercher à sauvegarder ce qu'il faut sauver encore du dollar, parce que c'est un peu ça son objectif. Voyant que les BRICS ont commencé à lancer leur nouveau système monétaire, écoutez, c'est un grand combat qu'il va devoir mener et on verra bien ce qui va se passer au niveau du conflit israélo-palestinien et aussi au niveau de l'Ukraine, parce que Poutine n'entend pas de cette oreille puisque lui il est dans sa dynamique d'opération spéciale et qui va mener à bout quelles que soient les interventions. Donc vous comprenez que nous sommes dans une complexité dans cette géopolitique mondiale. Mais comme je dis, nous verrons beaucoup de concessions de la part des Occidentaux qui, autrefois, c'était eux qui dictaient les lois, mais là, nous avons un renversement de situation. Et je crois que Donald Trump va jouer la carte vraiment de la prudence, surtout que Poutine est monté en puissance. Donc, vous voyez que nous assistons à un jeu de poker menteur, mais en même temps un grand jeu d'échecs. On laisse vraiment le temps nous donner raison, mais sachez que concernant le Tchad, la France est vraiment passée à côté de la plaque puisque ce serait vraiment la fin de son empire et son emprise sur les territoires sahéliens de l'Afrique. Voilà, je vous dis merci beaucoup, puis très bientôt. Bye. Merci à vous, Peter, pour la contribution fidèle à cette émission. On va quitter l'Écosse pour aller pas très loin, c'est à Londres où l'on retrouve Abou d'Angleterre. Abou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bachir là-dedans. Je suis tellement content de vous revoir ce soir. C'est monsieur Abou depuis l'Angleterre. Sentez-vous saluer avec beaucoup de déférence. Et je confirme, Bachir, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue votre invité de marque, le prophète Padakani que j'adore. Prophète, sentez-vous saluer avec beaucoup de déférence et restez béni, 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 béni. Une fois que j'ai dit cela, je salue tous les techniciens, tous les appelants. Et avant de répondre aux deux problématiques de ce soir, j'aimerais réitérer mes remerciements à tous ceux-là même qui ont participé à la cagnotte de Pan-African Media TV et dire que à tous ceux qui sont désireux de participer,
la cagnotte est toujours ouverte. Donc, qu'ils se sentent libres de participer et de prendre leur bénédiction de ce fait. Je ferme la parenthèse. En ce qui concerne la première problématique de ce soir, nous savons tous maintenant que le crime profite toujours à la même France, que c'est cette France-là même qui a perdu l'AES, qui est le Niger, le Burkina et le Mali, qui aujourd'hui use de tous les moyens pour s'accaparer, pour préserver le lac Tchad. Donc, c'est le bassin du lac Tchad est encore sous la menace de la France. Donc, tout ce que nous disons au jour d'aujourd'hui, plus que jamais, l'AES nous a montré l'antidote de la France. Donc, on demande au président Déby qui n'a plus à tergiverser. Il sait que cette France-là, on n'a rien à espérer d'elle et que cette France-là ne va jamais lui accorder la liberté ni lui accorder aucun développement. Que nous sommes au moment de la rupture, qu'il doit rejoindre les rangs de l'AES sans plutôt tarder afin de pouvoir faire l'économie des morts au Tchad et amorcer le vrai développement. On sait que c'est l'union qui fait la force, que actuellement l'AES, il n'y a pas d'excuse pour le président Déby, que c'est l'AES seulement la solution. Elle a prouvé sur le terrain et ensemble ils seront plus forts et une armée africaine pourra plus que jamais en tout cas bouter la France hors du territoire africain pour toujours. Et en ce qui concerne la dernière problématique sur l'élection de Donald Trump, nous accueillons cette victoire avec allégresse parce que nous connaissons Donald Trump, que c'est quelqu'un qui n'est pas un ventre à guerre et c'est un patriote et surtout un businessman et quelqu'un qui est humaniste puisque dans son programme pendant la campagne, il a été clair que pendant sa mandature, les histoires de LGBT, tout ça, il va mettre fin à ça. Et en plus, il va mettre fin à la guerre d'Ukraine. Donc, il y aura la paix dans le monde. En plus, il va s'occuper de l'économie américaine. Donc, on sait que dans le passé, il l'a fait pendant son premier mandat. Donc, tout ce qu'on peut avoir foi en ce que, sur sa mandature, l'Afrique maintenant est la réelle rupture avec la France, puisque Donald Trump va faire la paix avec la Russie et la Russie aura tout le temps de s'occuper de nous comme se doit, de faire les partenariats gagnant-gagnant avec l'Afrique. Donc, on peut dire que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir vient sur de bonnes auspices pour l'Afrique et plus que jamais, nous devons, en tant qu'Africains, utiliser le temps de Donald Trump au pouvoir pour faire la rupture définitive avec la France. Je vous remercie et je finis par dire qu'avec Pachi là-dedans, nous battons dans la victoire et bon vent à vous. Bye bye from now. Bye bye from now. Bye bye. Bye bye mon cher Abou d'Angleterre, merci pour la contribution. On va du côté du Bénin, à Parakou notamment, d'où nous appelle Sidi. Bonsoir Sidi. Bonsoir en African Media. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Pan-African Media. Excusez ma voix. Bonsoir à la sommité des sommiteurs, le président Badakani et toutes mes salutations à Bachir Ladan, le meilleur journaliste au monde, jamais inégalé. Avant tout propos, permettez-moi une fois encore
de m'étonner de la non-assistance des médias panafricanistes comme Pan-African Media par les présidents panafricanistes, surtout ceux de l'AES. Parce que c'est vraiment incompréhensible que les médias mainstream soient entretenus à coups de milliards pour entretenir des mensonges contre l'AES et contre les Africains, et que même si nous n'allons pas écrire des mensonges contre eux, tout au moins, il faut qu'on dise la vérité. On mérite au moins le soutien. C'est une honte, une très grande honte. Je ne veux pas tirer là-dessus, mais il faut que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchiani commencent par y penser sérieusement. Certes, il leur faut un média chez eux au niveau de l'AES, mais ce n'est pas suffisant. Parce que les révolutions ont été rendues possibles et soutenues par ces médias-là. Et ces médias-là sont très importants. Lorsque j'ai fini de dire ça, Bachir Laden, mon frère, le Tchad, ce qui se passe au niveau du Tchad, ce n'est que c'est normal et c'est tristement célèbre. Parce que aujourd'hui, nous comprenons que Idriss Kaka Déby a tourné le dos à la France, contrairement à ce que pensent certains panafricanistes frelatés. Il a tourné le dos à la France et il faut montrer son incapacité. Il faut lui créer tous les problèmes. L'État profond est à l'œuvre pour que le seul maillon qui lui reste à côté du Cameroun et de la République centrafricaine ne lui échappe pas. Mais le Tchad lui échappera. Bachir, mon frère, ce qui est en train de se passer au niveau du Tchad, c'est très dangereux. Et il faut que le président tchadien prenne la responsabilité d'endosser certaines décisions, à savoir celle de chasser les bases d'occupation qu'on appelle bases militaires dans son territoire. Puisque même le centre d'opération, de commandement de la FMM, du moins, la force mixte multinationale, est surveillée de près par ces bases-là et renseigne suffisamment les terroristes, puisque ce sont eux leurs sponsors. Ils les arment, ils les renseignent sur les positions de nos dirigeants et de nos soldats surtout qui sont sur le front. Aujourd'hui, les autres pays, je ne les dédouane pas, ont peur d'engager leurs forces d'élite au niveau des combats au niveau du lac de Tchad. Parce que tout simplement, ce n'est pas sécurisé. Et quand on dit force d'élite, il faut y prendre soin. Il faut aller sacrifier les meilleurs de vos hommes au niveau du Tchad, parce que les bases militaires constituent un danger. Nous encourageons et soutenons à la fois le président Idriss Déby Mahamat, très courageux, président très sérieux et patriote qui est en train de combattre les ennemis de l'Afrique au niveau du lac Tchad. Nous le conseillons de ne pas quitter, parce que le loup garde toujours la brebis qui sort du troupeau. Nous savons qu'il est confronté à la difficulté d'hypocrisie, surtout du Nigeria, qui est infiltré jusqu'aux os, dont la main est infiltrée jusqu'aux os, et qui ne fournit pas beaucoup de capacité en termes de munitions, d'armement, et surtout même d'hommes, malgré les millions
d'individus qui sont au niveau du Nigeria. Nous les encourageons à s'asseoir et à se reparler, à repartir sur de nouvelles bases pour pouvoir protéger les populations, car ça y va de la survie de nos populations africaines. Bachir, ce combat, nous le gagnerons contre l'obscurantisme, le satanisme. Et à ce niveau, je n'ai aucun doute car le propriétaire de ce combat, c'est Dieu, le vrai. Et il saura prendre soin de nos soldats, de nos terres et de nos présidents. Nous ne sommes pas ennemis de nos présidents. Nous sommes en train de dire ce que nous pensons être juste pour pouvoir libérer de façon définitive et complète de notre continent. Le second sujet concernant la réélection de Donald Trump est vraiment très précieux, car aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec Trump, la guerre est terminée, qu'avec Trump, chacun maintenant travaillera et mangera à la sueur de son front. Les hypocrisies, les vols à outrance des Européens cesseront. Nous ne sommes pas en train de dire que Trump, c'est un messie, mais Trump n'est pas un va-t-en-guerre, mais Trump n'est pas un obscurantiste. Trump n'est pas adepte des homosexualités, c'est-à-dire des comportements contre nature, LGBTQ+, transgénération, n'importe quoi, ennemi de Dieu. Tout au moins, Trump est dans la même longueur d'onde. Et aujourd'hui, lorsque l'État, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, l'État profond est affaibli. Affaibli. Et l'État profond étant affaibli, tout ce que l'État profond est en train de soutenir, à savoir l'Europe en tout entière, surtout l'Europe occidentale, sans exception, va tomber. Et à ce niveau, il faut que les Africains commencent par penser. Il faut que les Africains commencent par dénoncer tous les accords coloniaux, tous les accords qui ne définissent pas ce qu'on appelle le développement de notre continent, tous les accords qui empêchent le décollage de l'Afrique, le décollage de nos pays et qui empêchent l'union et la souveraineté en Afrique. Parce que lorsque quelqu'un est affaibli, il ne peut plus rien. Trump n'est pas là pour soutenir la bêtise. Et l'Europe sait très bien. Voilà pourquoi elle est en train de gesticuler, elle est en train de courir un peu partout. Depuis quand il se mettait en réunion chez Viktor Orban en Hongrie. C'était un paria. Il était détesté, lui et Fico. Fico a même fait qu'on appelle les frères. Il a failli être tué. Aujourd'hui, ils sont les messies. Parce que c'est leur ami qui est de l'autre côté, aux États-Unis élu, Donald Trump. Voilà comment fonctionne l'Europe. Voilà comment fonctionnent les Occidentaux. Ceux qui veulent nous donner la loi, qu'on appelle des leçons. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être africains. Nous sommes fiers de ce panafricanisme. Et nous pensons que rien ne fera décoller l'Afrique à part le panafricanisme. Panafrican Media pour une Afrique unie et meilleure. Nous gagnerons ce combat, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Bachir Ladan, mon frère. Une fois encore, toutes mes condoléances au président Badakani et que Dieu l'apaise. Merci, merci, merci à vous, Sidi, pour cet appel, la contribution, mais aussi les condoléances adressées au président Badakani, qui, il faut bien le rappeler, est éprouvé par deux décès de membres très, très proches. Président Badakani, nous ressortons définitivement de cette émission. Des échanges mutuellement enrichissants entre le plateau et les spectateurs et ce que j'appellerais les téléspectateurs seniors. Oui. Parce que vraiment ils enrichissent le débat. Oui. Bachir, saluer la convergence d'idées entre le plateau et ces intervenants-là sur les dossiers qui étaient sur la table ce soir. Une fois de plus, il est très important que nous, les panafricanistes, nous ayons une démarche globale. Au XXIe siècle, le panafricanisme sera global ou il ne sera pas. C'est-à-dire qu'on est obligé d'articuler la défense et la promotion des intérêts de l'Afrique avec les enjeux globaux. C'est en cela, mon cher Bachir, que M. Trump a mon soutien. C'est pour cela et rien que pour cela. Donc c'est l'articulation
de la promotion et la défense des intérêts de l'Afrique et les enjeux globaux qui nous amènent à soutenir Trump sans aucune naïveté. Jusqu'à ce qu'il prouve le contraire. Jusqu'à ce que lui, il prouve le contraire. Il n'a même pas à prouver parce que les dossiers où nous avons des contradictions, ben, on va les assumer et le combat va continuer à ce niveau-là. Mais au niveau global, lui-même, Trump ne s'en sortira pas. Il ne va pas au bout de l'agenda qu'il a promis pendant sa campagne. Sinon, les démocrates vont revenir. Et ça sera tant pis pour sa dynamique. Je pense qu'il est obligé, c'est une affaire de suivi. La manière dont le mouvement MAGA s'est galvanisé, la manière dont les militants, n'est-ce pas, du mouvement MAGA croient à ce mouvement-là, tout ça, ce vaste mouvement populaire qu'il a pu impulser aux États-Unis, tout ça, c'est tout ça qui oblige M. Trump à ne pas jouer avec ses promesses électorales. Merci en tout cas, Président Bandakani, et une fois de plus, hein, nos sincères condoléances. Et comme on le disait tout à l'heure, vous êtes éprouvé par 2 cas de décès, des membres très très proches. Tout à fait. Et en tout cas, qu'il repose en paix, tout simplement. Merci à tous les appelants, à tous les téléspectateurs, mais aussi et surtout à toute l'équipe de production de presse géopolitique. Tous étaient présents donc pour la reprise de ces activités. Et bien, on ne peut que dire merci à la supervision générale de Mme Linda Ndedi. Merci à toutes et à tous et bonne suite des programmes sur les antennes de Pan African Media.